Amis expatriés, bonjour, c'est une joie de vous retrouver. Alors, on est à Paris, on a quelques problèmes Internet aujourd'hui, donc on espère que tout va bien se passer jusqu'à la fin de cette session, parce que c'est une conférence aujourd'hui qui est importante pour beaucoup d'entre vous. En effet, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est au cœur des préoccupations de nos familles expatriées, peut-être même un peu à contre-emploi. Quand on part en expat, c'est une des grandes vertus de cette période qu'on vit, c'est d'être tous en famille, papa poule, maman poule et les petits-enfants sous l'aile. Et on vit cette expérience extraordinaire d'être très serré et de se construire une famille solide jusqu'au jour où arrivent les études supérieures, jusqu'au jour même où se profilent les études supérieures. Et là, on peut se sentir un peu démuni pour deux raisons. D'abord parce qu'il est beaucoup plus difficile quand on habite à l'étranger de s'informer sur les nouveautés du système éducatif français ou de notre pays d'origine qui change énormément. Le monde de l'éducation est en pleine réinvention. Également parce qu'on est confronté à d'autres systèmes, nos enfants aussi, et qu'on peut avoir au-delà des hiatus générationnels, des différences géographiques et de culture. Donc c'est compliqué de préparer l'orientation des enfants expatriés. C'est compliqué aussi, et ça c'est notre grand sujet, de se préparer à laisser des enfants parfois très jeunes quitter le nid du familial, s'envoler très loin, alors qu'ils ne sont pas toujours prêts, à l'image de la jeune fille que nous avons sur l'affiche de cette conférence. Et bien pour répondre à cette question qui est au cœur de beaucoup de nos préoccupations, nous avons la grande chance aujourd'hui d'accueillir Marion Le Parmentier. Alors c'est une grande chance à plein d'égards. D'abord parce que Marion Le Parmentier est directrice du bachelor ESCP. Et que se dit bachelor, pour ceux qui le connaissent, c'est un des bachelors les plus réputés en Europe. C'est certainement le bachelor le plus adapté pour les jeunes expatriés avec des parcours géographiques divers. Mais c'est aussi une grande chance, tout simplement parce que comme personne, Marion est mère de 4 enfants, 4 jeunes adultes maintenant, avec des parcours extrêmement divers, et que ça l'a amené aussi et elle est aussi une ancienne expatriée. Et donc elle est une experte, je pense, de cette réflexion qu'on a en tant que parents expatriés sur l'orientation de nos enfants et sur l'accompagnement de ces premiers vols hors du nid familial. Donc Marion, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous retrouver. Une petite note pratique avant de commencer pour vous dire que donc, si vous rejoignez ce Facebook Live en direct, c'est génial parce que vous pouvez en profiter pour poser vos questions en direct à Marion Le Parmentier. On n'a pas tous les jours l'occasion de poser des questions en direct à la directrice du bachelor ESCP, donc profitez-en. Il suffit d'écrire vos questions dans le fil de la conférence. Si jamais vous avez des amis que ce sujet peut intéresser et qui ne sont pas au courant, soyez une bonne amie, taguez-les pour qu'elles puissent voir en direct et avoir également la chance de pouvoir poser des questions à Marion. Je vous assure, il y a pas mal de place au bachelor, vous pouvez partager ce bon plan. Et enfin, si jamais vous ne pouvez pas voir toute la suite de la conférence et que vous devez vous absenter, vous la retrouverez pendant 1 an sur le site Femmes Expat, donc profitez-en. Ceci étant posé, je vous propose que l'on commence à parler donc d'orientation des enfants expatriés et de préparation au grand départ. Et je commence, Marion, par une première question. Premier challenge, est-ce que vous pourriez déjà nous résumer votre beau parcours en 1 minute ? Alors, mon parcours à moi, pardon. Mon parcours à moi, donc moi j'ai fait une classe prépa, ensuite j'ai été diplômée, j'ai commencé à travailler dans l'audit chez Arthur Andersen qui n'existe plus. Ensuite, je suis rentrée à ESCP qui s'appelait à l'époque ESCP, je ne sais plus si c'était ESCP, ESCP, EAP, ESCP Europe, donc c'est tous la même école, pour mettre en place le contrôle de gestion. Ensuite, j'ai déménagé à Bonn, puis à Berlin. J'ai continué à travailler pour l'école pendant cette période-là et je me suis occupée de tout ce qui était gestion du campus de Berlin. Ensuite, j'ai déménagé à Bruxelles, où j'allais travailler à Paris pendant que j'habitais à Bruxelles et je faisais des allers-retours et là je m'occupais des profs et j'étais aussi chargée de mission à l'international. Et puis ensuite je suis revenue m'occuper des concours à l'école, surtout pour la grande école. Puis je me suis occupée des masters spécialisés et des masters of science et maintenant je dirige le bachelor. Et au milieu de tout ça, j'ai donc été avec toute ma petite famille et mes 4 enfants lors de ce parcours-là. Donc eux ont été expatriés dans 3 endroits différents, Bonn, Berlin puis Bruxelles. Question indiscrète, mais pour qu'on puisse s'identifier,
quel type de parcours ont suivi vos enfants? Alors, j'ai de tout, comme on l'a dit au départ. Donc, j'ai un aîné qui a fait Dauphine en maths et puis qui ensuite est rentré à l'ESCP et qui a continué les deux parcours ensemble. Donc, on va dire que c'est ma tête, voilà. Il est diplômé maintenant donc, de Dauphine, ESCP et même de ENS Cachan parce qu'il a fait un double diplôme en même temps. Donc, celui-là, il a un peu travaillé. Le deuxième, il est photographe. Actuellement, il m'a expliqué qu'il avait trouvé un job de conducteur de chien de traîneau au Canada, donc ça mène à tout. Le troisième vient de trouver un job et va commencer, lui, il a fait une école d'ingénieur avec une prépa intégrée. Et la quatrième est en train de faire ses études d'infirmière. Donc je crois qu'on ne peut pas faire plus différent que les 4 que j'ai eus à la maison. Voilà, et c'est pour ça que je suis contente que Marion soit avec nous aujourd'hui. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui comprend bien la diversité des parcours de nos enfants et de leur personnalité. On va peu parler du bachelor ESCP parce qu'on en a déjà parlé dans une conférence en ligne que vous pouvez retrouver dans les liens qui sont dans le fil de la conférence. On a déjà donné beaucoup d'informations. On va parler après des changements qu'il y a pu y avoir, mais on va surtout parler de vous et de vos enfants aujourd'hui. Néanmoins, quand même, peut-être en 1 minute, Marion, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce bachelor ESCP? Alors, c'est un bachelor qui se passe en 3 ans, donc ça c'est quand même important, dans 3 pays. Et qui permet donc de sortir avec en général au moins 3 langues. Donc c'est un bachelor de management qui est équilibré puisqu'on y enseigne aussi, c'est un bachelor of science, donc on y enseigne aussi des maths, on enseigne aussi des liberal arts et donc des langues. Donc c'est un peu plus qu'un bachelor de management, c'est un bachelor qui est un peu complet. Donc 3 pays, 3 langues, vous voyez pourquoi tout de suite c'est un parcours qui peut intéresser beaucoup de nos enfants expatriés. Parlons d'eux maintenant donc, et de cette question qu'on citait en introduction. Quels seraient vos trucs de maman et de directrice de bachelor pour travailler en amont l'orientation d'enfants qui sont souvent loin de leur base et qui peuvent se sentir très loin des parcours peut-être un peu tout faits que les parents ont en tête? Alors, moi, je trouve que par rapport à notre époque ou par rapport même à il y a 10 ans, l'avantage, c'est que maintenant, la plupart des formations, on peut trouver pas mal d'informations en ligne. C'est-à-dire qu'il y a des petites vidéos de présentation, il y a des témoignages d'étudiants. Donc, même si on est loin, ça vaut le coup d'aller naviguer et surfer sur les sites pour voir à quoi correspondent les différentes formations. Il y a des témoignages qui sont intéressants. Donc je pense que quand on est loin, il faut commencer par essayer de débroussailler un peu les domaines, c'est la première chose, les domaines dans lesquels on a envie de travailler. Donc ça, on peut, dans n'importe quel pays, on peut commencer par demander autour de soi, aux différentes personnes qu'on connaît, quel genre de job ils font et pourquoi ils sont là et ce qui les intéresse dedans. Donc ça, c'est important. Je trouve que pour un jeune adulte, pouvoir avoir des conversations un peu de ce type-là avec des gens qui sont autour de lui, c'est très bien. Après, donc une fois qu'on a un peu déterminé le domaine, regardez quelles sont les formations qui peuvent nous amener à y arriver en fait. On peut aussi, puisque souvent quand on est expat, on revient quand même de temps en temps passer l'été, en profiter pour justement faire quelque chose d'un peu plus approfondi, soit trouver des conseillers d'orientation, soit des coachs, soit des gens qui peuvent aider l'étudiant dans sa langue et dans son environnement peut-être plus facile pour lui à trouver une orientation. Mais l'avantage qu'ont aussi les enfants expats, c'est qu'ils peuvent s'imaginer un peu n'importe où. Donc c'est intéressant aussi de savoir s'il y a des pays qui tentent, s'il y a des formations ou des choses qui sont plus adaptées. Je pense qu'un enfant expatrié, il est moins dans le moule. Donc l'avantage, c'est qu'il a plus d'options et l'inconvénient, c'est que justement, c'est parfois plus difficile. Moi, personnellement, j'en ai qui ont tout de suite su tout ce qu'ils voulaient faire et donc on n'a pas trop eu besoin de réfléchir, et d'autres avec lesquels je suis allée passer des tests d'orientation, revenir, rediscuter, voir quelles étaient les formations qu'il fallait faire après. Et c'est vrai que ça aide, et parfois c'est pas mal en fait, un adolescent, il est quand même souvent, il n'a pas envie de faire la même chose que ses parents, ou il met en cause. Donc, c'est pas mal d'avoir le même message finalement que celui qu'on a dans notre tête, dit par quelqu'un d'autre, qui du coup légitimera le message qu'on a. Et même quand on sait parfois on sait que nos enfants sont faits pour faire quelque chose et pas autre chose, l'entendre dire par quelqu'un d'autre, c'est bien. Voilà. Et ça, c'est soit des proches, soit carrément un consultant, un conseiller d'orientation. Il ne faut pas hésiter, je pense que ça vaut la peine. Alors parfois ça coûte un peu, mais ça vaut la peine.
C'est surtout pour rassurer l'enfant sur ce qu'il a envie de faire ou pas faire. On a quand même des enfants qui arrivent à 16-17 ans en disant « mais moi je ne sais pas ce que je veux faire ». Et dans ce cas-là, c'est parfois bien d'avoir quelqu'un qui cadre les choses en faisant remplir un certain nombre de questionnaires, ensuite en regardant quels sont, moi dans mon cas c'était regarder quels sont les métiers par rapport au profil, quels sont les métiers qui sont le plus appréciés par les gens qui ont le même profil ou des choses comme ça, et de pouvoir justement après en rediscuter. Et il peut y avoir des conseils qui sont bons, d'autres qui semblent moins bons, mais ça permet, en se positionnant par rapport à des conseils, de commencer à prendre des décisions finalement et d'avancer. Et je pense qu'il faut, sur un salon on pose des questions, mais ces questions on peut avoir des réponses sur la plupart des supports maintenant, qui sont beaucoup mieux faits qu'avant et qui permettent de sentir une ambiance, de sentir une manière de faire les choses qui vont être ou non adaptées au caractère de chacun. Des conseils spécifiques pour l'année de terminale? Parce que là, il y a Parcoursup qui se prépare, il y a un certain stress. Quelle est la meilleure façon pour vous pour gérer cette année-là? À mon avis, ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de commencer à anticiper les choses en première, si on peut. Voilà. Mais je ne suis pas parfaite. Hein. Il y en a qui ont raté leur première année, qui sont allés complètement ailleurs. Donc ça peut arriver. Et il ne faut pas en avoir peur. J'allais dire qu'un enfant qui se cherche encore et qui ne sait pas encore ce qu'il veut faire, s'il commence quelque chose et qu'il se rend compte que ce n'est pas du tout ça, ça peut être aussi salvateur. Et ce n'est pas grave s'il perd un an. Donc il ne faut pas non plus mettre une trop grosse pression parce que c'est quand même plus facile qu'avant de pouvoir passer d'un type d'étude à un autre. C'est plus facile d'avant une année de perdu, c'est rien du tout. Et parfois, ça leur apprend plus de choses sur eux-mêmes quand ils échouent que de commencer quelque chose où on ne sait pas très bien et puis de continuer dedans parce qu'on se dit qu'on ne veut pas perdre une année. Donc, il ne faut pas avoir peur de se dire, on fait au mieux pour aller le plus possible dans le sens de ce qui nous semble bien. Mais si jamais on échoue, on échoue et puis c'est tout. Et puis on repart à zéro et on recommence. Mais ça peut aider justement à grandir, ça peut aider à formater un peu plus ce qu'on veut faire, ça peut aider à faire ce chemin-là mieux et à se sentir beaucoup plus épanoui après. Donc il ne faut pas, je pense que c'est très important. Moi, ce que j'ai essayé de trouver chez mes enfants, c'est de dire qu'est-ce qui vous motive pour que vous ayez envie de travailler dedans. Parce que il n'y a rien de pire qu'un enfant qui suit des conseils sans exprimer son avis et qui se retrouve complètement perdu parce que ça ne lui correspond pas du tout. Donc ça, je pense que c'est en accompagnant, en posant des questions, sans les harceler, parce qu'il n'y a rien de pire que les pauvres enfants quand ils arrivent au bac. Alors, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Donc ça, il faut faire attention parce que c'est vrai que même l'environnement des autres parents stressés peut parfois devenir pesant pour l'étudiant, enfin pour le futur étudiant qui va commencer à répondre n'importe quoi ou se braquer. Donc il faut accompagner en se mettant des petites échéances un peu chaque mois, en disant voilà, pour tel truc, il faudrait que tu aies un test d'anglais, par exemple. Commencer à préparer le test d'anglais. Si on peut, ça, c'est des choses qu'on peut déjà faire en première. Si on veut faire des études internationales, en plus, ceux qui ont été expatriés, souvent, c'est quelque chose qu'ils ont. Donc, s'il y a un test qu'il faut produire, le préparer ou le formaliser. Ensuite, commencer à aider éventuellement. Si c'est pour aller dans une formation qui est sélective, il y aura sûrement un entretien. Donc, essayer de voir sans lui faire passer un entretien, parce que je pense que c'est pas ce qu'il faut faire, et qu'en tant que parent, c'est pas forcément bien, mais lui dire, voilà, dans ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant? Réfléchis à ce qui est bien par rapport aux études que tu veux suivre, ces choses-là. Donc, c'est accompagner sans forcer et sans stresser, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un enfant stressé, il ne va plus vouloir avancer ou il va justement perdre tous ses moyens au moment où il en aura besoin. Voilà. Après, il faut être vigilant, c'est-à-dire qu'il faut, en tant que parent, les laisser faire quand même, parce que c'est important que ce ne soit pas nous qui fassions tout à leur place. Et je ne supporte pas les parents qui essayent de tout faire. J'en ai quand même une fois qui m'a expliqué qu'elle allait envoyer les lettres de candidature et les CV à la place de sa fille. Je lui ai interdit. Donc même en bachelor, ça continue. Donc il faut les laisser faire, il faut leur faire confiance, mais il faut avoir soi-même dans sa tête toutes les échéances pour être sûr qu'ils ne les ratent pas et dire est-ce que tu as bien fini ton dossier pour telle ou telle chose? Est-ce que tu as bien réfléchi? Est-ce que tu veux le mettre là-dedans? Et on sait tous très bien aussi qu'il y a ceux qui vont être très stressés et qui vont avoir tout fini un mois à l'avance et ceux qui vont mieux y arriver en faisant ça dans les dernières 24 heures. On fait au mieux pour survivre à ça. Est-ce que vous voyez une différence, que ça fait longtemps donc vous êtes dans ce domaine de l'éducation, entre les profils des étudiants que vous voyez il y a même 10-15 ans et ceux que vous voyez arriver aujourd'hui?
Alors, je vois une différence. Il y a plus d'ouverture, je pense, parce que justement, il y a plus de parcours internationaux en amont. Enfin, en tout cas, dans les bachelors, j'en ai beaucoup. Il y a une plus grande difficulté à se concentrer sur quelque chose. Ils ont quand même l'habitude de... Enfin, si ça ne les intéresse pas, ils vont essayer de faire autre chose en même temps. Donc, de faire plusieurs choses à la fois. Et d'être plus, du coup, exigeants et demandeurs sur ce qu'on fait nous. Donc, de remettre en question la manière dont on enseigne, ce qu'on enseigne. Donc, ça, c'est des choses que je peux constater, moi. Et parfois un peu moins organisé. Mais ça, c'est aussi parce que je suis passée des plus vieux aux plus jeunes. Donc, ils se prennent parfois moins en charge ou parfois, ils ont encore besoin d'avoir les choses qui leur sont dites, quoi. Voilà. Oui, moi, ça me rassure en tant que maman de vous entendre et me dire ça n'est pas que chez moi. Il y a un effet générationnel, bien sûr. Autre question importante pour nous. Donc, on disait le paysage de l'éducation a beaucoup changé. On peut, nous, en tant que parents, avoir des schémas qui sont datés. Comment est-ce qu'on peut faire pour aider nos enfants? Donc, on a vu comment eux les préparer, mais peut-être que nous aussi, il faut qu'on s'habitue à sortir de certains moules. Enfin, là, je reprends ma casquette études, mais on a quand même une grande prévalence des diplômés d'écoles de commerce, d'ingénieurs. Beaucoup d'expats ont fait des prépas au début de leur parcours. Comment on fait pour renouveler nos schémas de réussite aussi? Alors moi, je vais commencer par dire que la prépa, c'est très bien. Moi, j'en ai fait une. Je trouve que c'est très bien et que ça correspond à un certain type d'enfant. Donc, quand on a quelqu'un qui aime bien travailler, qui est studieux, qui n'a pas peur de l'effort, qui se sent même rassuré dans son année de bac et qui est content de faire ce qu'il fait, ça vaut la peine de continuer cette voie-là, qui est une voie qui reste importante dans les études en France. En revanche, moi, j'imagine que vous en avez tous au moins un qui fait un peu n'importe quoi, qui commence déjà à en avoir ras-le-bol de tous les cours de terminale et qui ne se voit pas et qui ne se projette pas dans le même genre de choses. Dans ces cas-là, je pense qu'on peut l'aider justement en ouvrant les possibilités et en regardant ce qui existe d'autre. On a aussi ceux qui mûrissent plus vite que les autres. Donc, on a celui qui va s'agir à 24 ans et malheureusement, ça commence à devenir un peu tard, mais ça arrive quand même peut-être à 30 ans pour le bon deuxième, on ne sait pas, on verra. Et puis, on a ceux qui sont déjà... Et donc, en fait, je pense qu'on sait quand même en tant que parents repérer ça. On les connaît suffisamment. Et il faut se dire, c'est pas parce que ça a été bon pour moi que ça sera bon pour mon enfant. Il faut se dire aussi que les jobs de demain, c'est pas les jobs qu'on fait nous. Et qu'ils vont sûrement avoir plusieurs types d'emplois et plusieurs types de jobs. Ils n'auront pas une carrière plus linéaire comme on a pu la connaître. Moi, ça fait 26 ans que je suis à l'ESCP. Je suis quasiment certaine qu'aucun de mes enfants sera aussi longtemps dans la même boîte. Donc, et qu'ils auront peut-être 2 métiers, parce que les métiers auront changé, se seront transformés. Donc, c'est bien de se positionner par rapport à ça et de se dire que justement, une première formation, peut-être plus courte, puisque c'est un bac plus 3 ou un bac plus 4, peut les aider dans cet environnement-là, parce que ils peuvent prendre le fait de faire cette première marche et éventuellement ensuite soit d'enchaîner s'ils sont prêts pour faire la deuxième marche, soit de commencer à travailler et de revenir à des études ou pas ensuite, ça leur permet quand même de progresser d'une manière différente et qui sera à leur rythme à eux. Et qui leur permet à eux, une fois qu'ils sont un peu plus solides, de faire d'autres types de choix qui ne sont pas forcément ceux que nous, on aurait eus et qui ne sont pas forcément ceux de l'enfant de 17 ans. Parce que l'enfant de 17 ans, il va falloir l'aider à faire ce premier choix, mais après, il va en avoir à faire un certain nombre. Et du coup, les formations bachelor, elles leur permettent d'être encore dans l'académie, qui sont quand même encore beaucoup plus encadrés qu'à la fac ou que dans des formations où ils sont un peu plus livrés à eux-mêmes. Donc, ils ont encore des cours académiques sur des disciplines, mais ils ont aussi ces premiers contacts avec la vie professionnelle, et il y en a qui attendent que ça. Et puis, vous avez peut-être aussi un enfant qui est très entrepreneur, qui a monté une boîte, qui a fait ou un petit truc et qui a envie de continuer là-dedans. Et ceux-là, ils vont jamais avoir envie d'attendre 5 ans avant de commencer. Donc, ils vont faire ça en parallèle de leurs études et ça sera plus facile dans un environnement comme un environnement de type bachelor et ça sera juste impossible dans une classe prépa. Donc, il faut... je pense que on les connaît quand même bien. C'est bien de se rendre compte qu'il y a des choses différentes. Et en plus, il faut leur faire confiance. Un enfant j'ai eu une étudiante là très mignonne
qui était prise un peu partout, en classe prépa, etc. Et puis elle a témoigné, et elle m'a dit, voilà, moi la classe prépa, on m'a dit, tu vas bosser de 7 heures à 22 heures tous les jours, et on fait tout pour que ça se passe bien, etc. Elle m'a dit, moi ça m'a fait fuir, mais elle me dit, mais maintenant il m'arrive de bosser jusqu'à 21 heures parce que j'ai envie. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à trouver, c'est quelque chose qui leur fasse suffisamment envie pour s'investir, et c'est quelque chose où ils soient capables de réussir. Il ne faut pas forcer, je pense qu'il ne faut surtout pas forcer un enfant et lui mettre une marche trop haute au début. Parce que le risque après, c'est quand même... Enfin, on sait tous, et moi je le constate, et je trouve ça toujours très difficile. La plupart des difficultés psychologiques se manifestent entre 18 et 20 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un étudiant, s'il est en position de fragilité au départ et qu'il n'est pas dans un espace qui l'épanouit, il a plus de chances d'avoir ce genre de difficultés. Et donc, du coup, d'avoir accumulé suffisamment de choses négatives pour plus être capable de rebondir vers du positif. Donc je pense que c'est effectivement en tant que parent, mais et vous avez le droit à l'erreur, il n'y a pas de parent parfait, moi je ne me sens pas du tout parfaite, j'ai fait au mieux, et le mieux se passe plutôt bien, mais je veux dire, c'est on accompagne, on fait ce qu'on peut, on n'ajoute pas à la pression parce que les profs sont là pour ça et qu'ils le font largement assez. Donc, mais on essaye de trouver quelque chose qui puisse permettre à la personne d'avoir envie de travailler. Finalement, c'est ça. Ce qui m'emmène à une autre question qui est, parce que je regarde à nouveau, j'aime beaucoup cette jeune fille, parce que je me dis, bon, elle est vraiment toute jeunette, et je pense à toutes celles parmi nous qui ont eu à voir s'envoler des enfants qui n'étaient pas tout à fait finis. Voilà, souvent 17 ans, ils partent parfois à 2000, 10 000 kilomètres des parents. Vous parlez de problèmes psychologiques, et je pense que c'est notre hantise à nous tous parents. Qu'est-ce que vous avez comme conseil pour les préparer déjà avant le départ? Alors, pour les préparer avant le départ, je pense qu'on sait qu'on a des enfants plus ou moins fragiles. Donc, si jamais on a un enfant qu'on sent plus fragile ou plus inquiet ou plus stressé, il faut se débrouiller comme on peut, j'allais dire, pour que l'endroit où il va atterrir et l'endroit qu'on choisit avec eux et où on espère qu'il va être pris soit dans un environnement favorable pour lui. C'est-à-dire qu'il faut discuter aussi avec l'enfant de l'endroit du pays, du coup, où il se sentira peut-être le mieux, et de voir si on a des relais sur place. C'est important. Moi, j'ai accueilli chez moi pas mal de copains de mes enfants quand ils étaient entre deux locations. J'ai le week-end pour certains qui étaient loin de leur famille et qui avaient besoin de se retrouver dans un environnement familial. Quand on a un enfant et que, par exemple, on veut le renvoyer à Paris, c'est bien d'avoir quelqu'un qui sait qu'il peut aller voir ou qui l'invite de temps en temps à déjeuner pour retrouver. C'est difficile de passer directement de l'environnement familial à l'environnement étudiant. Donc, il faut qu'il puisse avoir un relais ou il faut qu'il soit suffisamment dans un endroit entouré pour qu'il y ait des gens autour de lui. Parce qu'un enfant qui a été expatrié avec plusieurs frères et sœurs et qui se retrouve du jour au lendemain tout seul dans une chambre, c'est très dur. Voilà. Et si par hasard, si les études se passent bien, en général, ça aide. Mais si il a une sale note ou si je sais pas quoi, ça peut facilement entraîner des stress, de se dire pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi je suis partie si loin, pourquoi il n'y a personne chez qui. Bon. Donc il faut, ça sera peut-être un peu après, mais une fois qu'on sait où l'enfant va être, il faut se dire tiens, il y en a une qui est expatriée, qui est maintenant là-bas, et donc je peux peut-être lui dire que mon fils arrive et qu'elle essaye au moins les premiers mois de l'inviter ou de le voir, ou une tante, mais il faut créer ça, je pense c'est difficile de laisser quelqu'un partir sans avoir un numéro de téléphone d'une personne sur laquelle il peut compter. Et oui, chez laquelle il puisse se réfugier quand il a besoin. Parce qu'il faut recharger ses batteries. Et même quand tout se passe bien, arriver dans une famille et être accueilli comme une famille, avec un repas de famille, comme on sait bien faire, nous les Français, c'est super important. Je pense que et même s'il ne l'utilise pas, tant mieux s'il ne l'utilise pas. Mais il sait quelque part que s'il y a un gros drame, et lui dire, voilà, si tu as un problème que tu n'arrives pas à surmonter, c'est telle personne que tu dois appeler. Parce que il peut se faire voler toutes ses affaires, il peut faire je ne sais pas quoi, il faut qu'il ait un endroit où il puisse se réfugier.
Je pense que c'est ça qu'il faut prévoir. Donc pour les aider, je pense que quel que soit l'endroit où... Après, une fois qu'ils sont lancés, c'est plus facile. Mais cette séparation initiale, elle est compliquée pour certains. Il y en a qui attendent que ça. Donc ceux-là, il faut voilà, c'est pas la peine de se faire du souci pour ceux qui attendent que ça. Mais ils auront peut-être des moments où ils vont caler. Il faut prévoir si on peut, on ne peut pas tous, mais il faut prévoir si on peut. Soit de le voir à Noël, soit d'y aller soi-même, enfin de le faire revenir, soit d'y aller, ou d'avoir la possibilité, même pour des voyages d'affaires, pour les papas, de passer un petit peu de temps dans les premiers mois pour être sûr que tout va bien. Parce que c'est quand même au moment de l'arrivée que c'est le plus compliqué. Après, ils se font des amis, après ils deviennent autonomes. Quand ils quittent l'école à la Toussaint et qu'ils reviennent chez eux, les parents disent « Waouh, c'est plus le même !» Parce ça y est, ils ont franchi ce cap-là. Et ils sont devenus autonomes de manière magique. Après, ils reprennent leurs mauvaises habitudes, ils reviennent avec leur linge sale, et ils reviennent se mettre les pieds sur la table. Vous inquiétez pas, vous allez les retrouver. Mais j'allais dire, il faut être vigilant en fait. Il faut être vigilant. Quand on sent que la voix casse un peu, faut se préoccuper. Faut éventuellement appeler les uns les autres autour si besoin. Faut vérifier avec eux qu'ils se sont bien fait des copains. Et si on sent qu'il y a quelque chose qui craque, faut pas hésiter à prendre l'avion direct et on fait tout ce qu'on peut et on arrive, quoi. Ça, c'est important. Voilà. On peut appeler, je pense là, des amis dont les enfants ne répondaient plus au téléphone pendant le premier trimestre. Ouais. Plus de WhatsApp, plus de mail, plus de téléphone. Est-ce qu'on peut appeler l'école dans ce cas-là? Alors, nous, on peut nous appeler, tout à fait. Après, ce qu'on fait, nous, dans ces cas-là, donc quand les enfants ne sont pas majeurs, bien entendu, on peut intervenir directement. Quand les enfants sont majeurs, c'est plus compliqué, mais ne vous inquiétez pas, j'ai quand même beaucoup de parents qui m'appellent. Donc, soit je prends contact avec l'étudiant pour voir et puis lui dire, voilà, il y a un souci, ça serait bien que tu appelles tes parents ou ça serait bien que tu donnes de tes nouvelles. Soit si c'est plus grave ou si l'étudiant ne vient pas en cours, parce qu'il y en a qui donnent plus signe de vie et qui viennent pas à l'école non plus. Donc dans ces cas-là, ils ont en général quand même commencé à un moment ou à un autre et puis ils peuvent avoir lâché à un autre moment. Dans ces cas-là, nous on a fait appel aux étudiants de sa classe qui, en général, il y en a toujours un qui sait ce qui se passe et qui sait, et qui peut nous renseigner. Mais nous, en tant qu'école, on encadre beaucoup plus, j'allais dire, les étudiants que dans d'autres structures. Je pense que spécialement, on a eu une réunion avec une psychologue récemment qui nous a dit on était tous partie prenante. C'est-à-dire que si on voit un étudiant qui ne va pas bien, on va s'en préoccuper. Donc, les étudiants qui ne vont pas bien, parfois, ils viennent nous voir trop régulièrement et on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas bien, même si c'est sous des prétextes autres. On a des cellules, en tout cas à l'école, où on a une infirmière, on a une psychologue qui est référente et qui peut les recevoir et qu'on alerte si jamais on voit qu'il y a des choses difficiles. Et puis après, vous avez aussi quand même, et malheureusement, des étudiants qui profitent d'être loin pour faire la fête et pour plus rien faire. Et donc ça, c'est encore un autre comportement. Oui, donc là, ils ne sont pas malheureux du tout. Voilà. Après, on n'est pas dans le drame. Voilà. Après, il faut aussi se poser la question de... je pense que c'est pas mal de se mettre si on sait qu'il y a un risque, c'est pas mal de se dire, ça serait sympa que tu me donnes une fois par semaine de tes nouvelles. Je t'en demande pas plus, mais au moins, si tu fais ça, je t'embête pas plus. C'est toi qui m'appelles, mais donne-moi de tes nouvelles au moins une fois par semaine. Moi, mon Canadien, là, je sais qu'il m'appelle pas, il m'appelle quand il a envie, mais il sait que ça me stresse pas s'il m'appelle pas pendant un mois. Parce que, voilà, c'est sa manière de fonctionner. Et puis, il va m'appeler 3 fois une semaine, m'envoyer des photos, ou il m'envoie juste des photos, mais je sais qu'il va bien. Et donc, c'est par rapport à ce que vous pouvez... Mais l'appelez pas tous les jours, déjà, par pitié. Et je pense que c'est plus sympa. Et on fait parfois... Moi, je fais la même chose avec mes parents. Ils savent que je suis occupée. Donc, ils savent que j'essaye. Et ils ne m'appellent jamais parce qu'ils attendent que ça soit moi. Là, c'est pareil avec les enfants. C'est-à-dire que je pense que si on est une maman stressée, faut leur dire merci de m'appeler, pense à m'appeler parce que même si tu me dis 3 mots, il n'y a pas besoin qu'on reste longtemps au téléphone, mais je saurai que tu vas bien. Ou envoie-moi un message. C'est pas obligé d'avoir la personne au téléphone pour savoir qu'elle va bien. Et parfois, ils sont tellement pris par ce qu'ils font, ils sont tellement motivés qu'ils ne pensent pas à vous appeler, mais c'est super positif. Donc, il ne faut pas s'inquiéter non plus. Parce que ça peut être pour des raisons très positives, parce qu'ils sont à fond dans une association et qu'ils préparent un truc et qu'ils dorment 5 heures par nuit parce qu'ils ont envie de réussir leur truc. Donc, le fait de ne pas appeler, il ne faut pas le prendre. Ça va dépendre, c'est comme tout à l'heure, ça va dépendre du tempérament de l'enfant et ça va dépendre du niveau de stress de la maman. Et justement là-dessus, ça c'est quelque chose qu'on n'entend jamais. On pense toujours à nos enfants, etc. Parfois, je me dis,
le syndrome du nid vide, il est quand même avant tout pour les parents plutôt que pour les étudiants. Les étudiants, c'est peut-être dur le premier trimestre. Oui. Vous avez un truc pour les parents. Alors, les jeunes parents qui nous entendent, peut-être qu'ils sont en train de se dire « Waouh, c'est trop génial, un jour ils vont s'en aller ». Quand ça se rapproche, on est moins faro. Un petit conseil pour des parents dont l'enfant va s'envoler? Alors, je pense qu'il faut... moi, je suis ravie que mes enfants s'envolent. C'est dur à la fois, mais je suis aussi ravie parce qu'on peut recommencer à faire des choses qu'on ne faisait plus. Et il faut les prévoir. Il ne faut pas prendre ces temps morts où on n'arrêtait pas de travailler pour eux et de faire des choses avec eux. Il faut qu'on fasse ces choses-là avec d'autres gens. Et moi qui suis en phase de transition, puisque j'en ai encore à la maison, certains qui sont partis, certains... Et puis alors, vous inquiétez pas, ils vont revenir aussi. Hein. Ça, on ne le sait pas au début, mais ils reviennent 6 mois entre 2 trucs, et puis ensuite ils repartent. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, il faut en profiter quand même un peu quand ils partent. C'est clair que c'est difficile, parce que, c'est même difficile pour les autres enfants. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien voir. Donc, c'est pour ça que je disais, il faut prévoir un point de contact ou un moment ensemble en famille assez rapidement après le démarrage. Donc, ça peut être Toussaint, ça peut être Noël, mais je pense que si on peut, c'est pas toujours possible suivant l'éloignement, si on peut, ça c'est important. Parce qu'il faut se reconnecter et c'est difficile aussi, de couper ce cordon trop rapidement, mais je pense que ça permet aussi de retrouver du temps pour soi, ça permet aussi de refaire des choses qu'on ne faisait plus, et puis ça permet, les enfants ils sont aussi contents de voir qu'on reprend autre chose, qu'on refait autre chose et qu'on existe sans eux, et moi je trouve que c'est sympa aussi parce que c'est aussi des moments où on a encore envie de faire plein de choses, donc il faut en profiter. Super. Si on en revient maintenant un peu plus aux spécificités de l'enfant expat et du parcours ESCP, quand je regarde le parcours 3 ans, 3 pays, à chaque fois je me dis c'est génial pour des enfants qui n'ont pas beaucoup bougé. Je vois bien que les parcours de nos enfants qui ont parfois beaucoup bougé peuvent être intéressants, mais où mettre le curseur pour des enfants qui ont déjà été assez ballottés entre le besoin d'ancrage et le fait d'avoir le parcours le plus international possible parce que c'est bon pour leur développement et leur employabilité? Alors je pense que c'est comme pour tout le reste, il y a des enfants qui rêvent que de ça. Il y a des enfants qui me disent « Ah bah moi, quand j'ai su que je pouvais encore continuer à voyager, j'ai trouvé que c'était une option extraordinaire. » Et je pense qu'effectivement, on sent, il y a ceux que j'allais dire qui ont l'expatriation réussie, ou ceux qui commencent à dire j'en ai un peu marre de bouger tout le temps. Et ça, on l'a vu parce que la xème fois où on a déménagé, il y a ceux qui ont dit chouette, on va découvrir une nouvelle ville, et puis il y a ceux qui ont dit je perds tous mes copains. Donc on le sent, nous, en tant que parents, on les connaît, on sait ceux qui vont être susceptibles, ceux pour lesquels ça va être quelque chose de plus, ou ceux pour lesquels justement un retour à des racines, un retour à quelque chose qu'ils ont, un Eldorado perdu, on va dire éventuellement, pour ceux qui, voilà, ça peut être mieux. Donc je pense qu'il faut les écouter là-dessus, et il faut savoir que cette vie de changer. Alors il y a quand même quelque chose aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est le fait qu'ils vont se faire des amis et qu'ils vont bouger avec ces amis. Donc, ils ne vont pas être non plus tout seuls à faire ça. Donc, et puis, c'est pour un temps qu'ils savent court, donc ils ne s'installent pas vraiment non plus. Et ils vont être plus entre eux qu'avec des gens en extérieur. Donc ces gens, ils vont les garder pendant ces 3 ans. Alors pas tous, il y en a qui vont quitter pendant 1 an parce qu'ils ne prendront pas le même campus, puis ils vont les retrouver à la fin. Mais ils auront cette espèce de nomadisme, ne va pas être un nomadisme tout seul. Donc ça ne va pas être comme les difficultés de l'expatriation, c'est quand on arrive dans un pays, il faut 6 mois pour connaître suffisamment de gens, connaître suffisamment les endroits, refaire un réseau. Là, ils n'auront pas à le refaire quand même chaque année. Parce que même s'ils changent de pays et que sur le pays et dans le pays, ils auront besoin, ils auront les mêmes personnes avec eux. Donc ils ne vont pas avoir c'est quand même assez souvent cette souffrance de quitter les amis qui est la plus difficile quand on est enfant ou adolescent. Donc cette chose-là, ils vont moins la vivre. Donc cette partie-là est quand même moins difficile, je pense. Et maintenant, parce que
le bachelor a énormément grandi. Les premières fois où on s'est vu, on était sur les premières promos d'une quarantaine d'élèves. Maintenant, on arrive à des grosses promos aux alentours de 500 élèves, vous nous disiez. Mmh. Et vous commencez à avoir un certain recul sur les parcours des étudiants après le bachelor. Donc, maintenant, parce que ça, c'est très nouveau. Quels sont les débuts de carrière de vos alumni ? Alors, on a donc 2 promotions maintenant qui sont diplômées. Donc, la deuxième promotion a été diplômée en octobre. Donc, on n'a pas encore tous les résultats de qui fait quoi. Ce qui nous a étonnés, c'est la quantité d'étudiants qui ont commencé à travailler. C'est-à-dire que quand on les interroge, il y en a beaucoup qui veulent avoir un bac+5 à la fin et avoir un master à la fin. Mais il y en a beaucoup qui trouvent que justement l'intérêt du bachelor, c'est de pouvoir commencer à travailler et puis ensuite, en fonction de cette expérience-là, de continuer dans quelque chose qui peut être différent ou de continuer dans la même voie, mais en ayant accumulé un peu plus d'expérience professionnelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus des 2/3 de nos étudiants qui ont commencé à travailler et seulement un tiers qui a poursuivi directement dans des études de master. Et on sait dans quel pays ? Alors, comme ils viennent de tous les pays, ils sont aussi dans tous les pays pour leurs emplois. Il y en a qui ont profité pour revenir dans leur pays d'origine. Il y en a d'autres qui sont encore dans un autre pays que leur pays d'origine ou de leur pays dans lesquels ils ont fait leurs études. Ça, c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas encore des nombres suffisants pour le voir. Mais cette tendance à être un peu partout se confirme aussi dans leur choix, à la fois d'emploi et à la fois de master. Donc, il y a des masters un peu partout aussi, pour ceux qui poursuivent leurs études. Super. Et une dernière question, en termes d'admissibilité, d'admission dans vos parcours, est-ce qu'il y a des nouveautés ? Ça change beaucoup en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut qu'on sache ? Alors, la nouveauté pour le bachelor ESCP Europe, c'est que comme je pense que pour la plupart des bachelors des écoles de commerce maintenant, nous devons passer sur Parcoursup cette année. Donc, c'est la nouveauté. Parcoursup, donc ça, je pense que la plupart de ceux qui nous regardent aujourd'hui, si quelqu'un veut faire des études en France, de toute façon, donc il faut faire ça. Donc après, il faut choisir parmi les différentes options, mais si vous voulez ensuite faire vos études en France, c'est quasiment obligatoire puisqu'il y a très peu de... Je crois qu'il y a 1 ou 2 écoles qui ne sont pas encore dessus ou 1 ou 2 universités qui ne sont pas encore dessus, mais j'allais dire il y a 99% des formations qui sont dessus. Donc quand vous avez un bac français et que vous voulez étudier en France pour la première année, il faut passer par Parcoursup, ce qui est aussi notre cas pour nous. Mais en revanche, quand on a un bac français et qu'on veut commencer son parcours à Londres ou à Tsinghua, pour nous, puisqu'on a quelques places aussi à Pékin, là, on peut candidater hors Parcoursup et faire un processus directement avec l'école. Donc, c'est important de comprendre que Parcoursup, c'est pour les titulaires uniquement d'un bac français et qui veulent commencer en France. D'accord. Et donc, français titulaire d'un bac étranger à l'étranger, pour vous, ça peut se faire hors Parcoursup ? Il faut regarder sur le site des différentes formations parce qu'il y a des étrangers qui passent sur Parcoursup. Et il y a des universités qui vont demander aux étrangers de passer aussi des cursus étrangers, pas des étrangers, mais des cursus étrangers de passer sur Parcoursup. Et vous avez, par exemple, des écoles, etc., qui ont un concours spécifique pour les étudiants qui sont titulaires d'un bac à l'étranger, d'un niveau de high school à l'étranger. Donc c'est là que c'est important. De toute façon, je pense que pour n'importe qui, il faut commencer un dossier Parcoursup. C'est important parce que ça laisse toutes les voies ouvertes, quitte à ne pas valider in fine sur Parcoursup. Mais quand on est un étudiant avec un bac français, c'est important de commencer un dossier Parcoursup quoi qu'il arrive. Parce que quelle que soit l'option à la fin, il ne faut pas se retrouver coincé parce qu'on n'a pas ouvert de dossier sur Parcoursup. Donc pour moi, Parcoursup, sauf si vous êtes recruté dans l'école de votre choix qui vous a confirmé, ok, dans ces cas-là, justement, choisissez éventuellement les écoles qui vous intéressent en numéro 1, numéro 2. Si ce n'est pas des écoles en France, passez les concours le plus tôt possible pour savoir si vous avez une chance d'être pris ou pas. Si vous êtes pris dans un lycée quelque part, dans une université quelque part, dès le premier coup et qu'on vous dit oui, abandonnez Parcoursup. Mais si ce n'est pas le cas, commencez un dossier Parcoursup et au fur et à mesure, si vous avez pareil un choix qui tombe, vous pourrez toujours vous arrêter. Mais vous ne pourrez pas rattraper le coche après certaines deadlines. Voilà.
Merci beaucoup Marion Le Parmentier pour ces conseils avisés et rares. On n'a pas toujours l'occasion de pouvoir discuter de ces sujets-là. Donc merci beaucoup. À vous tous qui nous écoutez, merci d'avoir été avec nous pendant cette conférence. Vous pouvez retrouver donc cette conférence en ligne pendant 1 an sur le site de Femmes Expat. N'hésitez toujours pas à la partager avec vos amis. Et pour être sûr de ne pas rater les prochaines conférences, je vous propose de vous abonner à notre newsletter Femmes Expat ou à la newsletter Expat Value. À très bientôt sur nos sites ou pour la prochaine conférence. À bientôt. Au revoir.